À la une donc ce soir, les incertitudes sur l'avenir du principal employeur privé des Landes, le groupe Gascogne. Le dernier papetier français croule sous les dettes. Sa filiale la plus rentable, son usine de Dax, est mise en vente. Mais cela va-t-il suffire? C'est bien ce que se demandent les salariés. L'Assemblée générale des actionnaires aujourd'hui à Dax s'est déroulée sous haute tension. L'histoire du groupe Gascogne, évidemment, elle est longue puisqu'elle démarre en 1925. Mais voilà, la période qui nous intéresse, je pense, c'est celle qui démarre à partir des débuts des années 2000. Et il faut retracer le contexte du groupe à cette époque-là, le contexte de l'ensemble d'ailleurs des groupes papetiers. Hein. Et quand nous intervenons, on trouve un contexte très dégradé. J'ai étudié le cas du groupe Gascogne, de sa restructuration, dans le cadre de mémoires, de travaux de recherche, puisque je réalisais un mémoire à Sciences Po pour un master. Et donc mon sujet était sur les restructurations réussies, enfin, qu'on pouvait appeler réussies, et sur le rôle des représentants du personnel dans ce cadre-là. Et du coup, j'ai souhaité étudier le cas du groupe Gascogne, parce que je savais que l'intervention des représentants du personnel et des organisations syndicales, et de la CGT en particulier, avait été particulièrement crucial en fait pour la sortie de crise, puisque le groupe s'en est quand même sorti au final, alors qu'il aurait pu connaître une issue beaucoup plus compliquée s'ils n'avaient pas eu cette intervention. Alors il y a le contexte, je dirais, environnemental. Les marchés sont encore impactés par la crise de 2000, donc qui avait vu la bulle financière autour des valeurs technologiques s'effondrer. Et puis il y a l'évolution des marchés eux-mêmes, hein, avec cet avènement du numérique. Et puis on ne l'a pas trop dit à l'époque, mais on a aussi l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui va changer pas mal de choses pour le papier. Donc c'était un contexte qui poussait à des révisions stratégiques, à l'évidence, et qui demandait des visions de long terme. Car ce qui marquait le secteur papetier de l'Hexagone, à l'époque, c'est qu'il y avait deux typologies. La première, c'était des entreprises qui étaient propriété de grands groupes multinationaux, comme International Paper, comme UPM, comme Stora et Smurfit dans la région, mais je ne vais pas tous les énumérer. Et ceux-là poursuivaient des stratégies mondiales à base d'acquisition de parts de marché, d'acquisition d'entreprises, et puis d'effets de taille, d'effets de taille de machines, voire d'usines. Et puis la deuxième partie des groupes hexagonaux, c'est des groupes comme Gascogne, qui sont à base française, comme Rossmann. On pourrait même y mettre d'ailleurs Arjowiggins à l'époque. Et ces groupes français ne pouvaient pas concurrencer ces grands groupes sur le plan de la taille. Et donc devaient cibler des marchés à forte valeur ajoutée. En s'appuyant en s'appuyant et sur la recherche et développement, et sur des investissements marketing, et sur les compétences aussi des personnels. Alors, à ce moment-là, donc ces groupes français, donc comme Gascogne, de mon point de vue, sont en train de louper une marche, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les marchés sont en train d'évoluer. Et on a la mainmise du monde papetier par une dizaine de grands groupes. Et ces groupes français sont plus préoccupés par des questions actionnariales que par des stratégies de long terme. Et je crois que ça pèse longtemps. Donc dans le contexte dégradé, il y a ça. Il y a aussi cette trajectoire du groupe qui progressait en termes de chiffre d'affaires, mais grâce à des acquisitions externes. Mais malgré cette croissance du chiffre d'affaires qui est plus liée à des opérations externes, les résultats baissent, voire même s'effondrent. Hein.
Et en matière de contexte dégradé, ce que je voulais plutôt pointer du doigt, il y a cela, c'est important bien sûr, les aspects financiers, les aspects de marché, mais c'est surtout le climat social. On a une succession de plans sociaux qui touchent l'ensemble des activités, particulièrement la distribution et particulièrement la branche bois. Et alors c'est des plans de 40, 50 postes, et ils se succèdent comme ça. Et évidemment, ça crée de l'inquiétude dans l'ensemble du groupe. Et puis, l'absence d'investissement significatif marque les esprits. Parce qu'évidemment, il n'y a pas besoin d'être un grand financier pour savoir que si on n'investit pas dans des marchés qui évoluent, eh bien à terme, on va se retrouver en décalage avec la compétitivité que demande le marché. Donc ça aussi, ça pèse. Et donc c'est pas de nature à recréer la confiance au sein du collectif de travail. Et ça nous a marqué quand on a intervenu les premières fois. C'est la rupture qu'il pouvait y avoir entre la hiérarchie et les ouvriers. Hein. Et l'expert que j'étais à l'époque peut en témoigner, quoi. Ça régissait même sur les relations qu'on pouvait avoir, nous, experts, avec la direction. Une espèce de défiance vis-à-vis de nous, une rétention d'informations. Il fallait aller vraiment les chercher au couteau, quoi. C'est vrai que dans le groupe Gascogne, ils n'ont pas échappé en fait à cette absence de transparence de la part de la direction. Et avant l'annonce de la cession du groupe de la branche complexe, ils n'avaient pas conscience des difficultés du groupe. Chacun vivait en fait au niveau local dans son entreprise. Ils n'avaient pas d'informations économiques à l'échelle du groupe. Le comité groupe ne fonctionnait pas. Et donc finalement, chaque organisation syndicale était dans son entreprise, dans son pré-carré. Et puis il n'y avait pas cette communication. Et la direction ne cherchait pas non plus à rendre cette information fluide et transparente. À l'automne 2011, j'ai été prévenu par un conseiller départemental du canton de Mimizan concernant les difficultés financières que traversait le groupe Gascogne. Comme beaucoup de représentants du personnel qui découvrent la situation de leur entreprise et les difficultés de leur entreprise, c'est vrai que dans le groupe Gascogne, ils n'ont pas échappé en fait à cette absence de transparence de la part de la direction. J'ai été surpris d'abord. Donc j'en ai parlé à mes collègues de la CGT de Mimizan. Donc on a posé plusieurs questions au niveau du comité d'entreprise de la papeterie. Donc bien sûr, à chaque fois, on a été rétorqué en disant que ça ne faisait pas partie le groupe n'était pas la papeterie. Donc c'était des questions à poser au comité de groupe. Comité de groupe qui n'existait pas, qui n'existait plus plutôt. Et on avait les plus grandes difficultés à remettre en route ce comité de groupe. Maintenant, on sait pourquoi, puisque tant qu'il n'y a pas de comité de groupe, ils sont pas, enfin, notre direction n'est pas obligée de nous répondre, comme ça c'est plus facile. Dans ce contexte-là, la direction ne faisait aucun effort. Et ça, c'était bien dommage, parce que c'était l'ensemble du groupe qui était sous tension. Ils avaient besoin de mobiliser toutes les énergies du groupe. Et ils avaient besoin des corps intermédiaires que sont l'encadrement, des corps intermédiaires que sont les syndicats. Hein. Et en fait, la direction regardait les syndicats de haut, quoi, considérant que c'était plus des obstacles que des atouts. Il aurait été utile d'avoir un comité de groupe. Et pendant 10 ans, il n'y en a pas eu. Alors le prétexte était qu'il y avait un désaccord sur la représentation syndicale. Donc là, c'était vraiment la caricature de la direction qui considérait que c'est moi qui dois gérer et laissez-moi faire et vous le suivez. Sauf que le suivi ne donnait pas de résultat, quoi. Alors, à fin 2012, le groupe était quasiment proche du dépôt de bilan. Hein. Il faut se souvenir que l'accumulation des pertes faisait que les capitaux propres étaient passés de 30 à 10 millions d'euros.
que les restructurations financières successives du capital avaient ramené l'action de 15 à 5 euros. Et d'ailleurs, il y a eu encore des restructurations après du capital et l'action est en nominal à 2,50 € aujourd'hui, même si à la bourse, il est plutôt aux alentours de 3,50 €. Donc ça marque bien le fait que le groupe était en perte de vitesse et qu'il nécessitait une réaction forte. Pas une réaction à coup de petits plans sociaux, quoi. Comme on le connaissait, ça ne servait à rien, ça. La preuve, c'est que 10 ans après, elle était toujours en difficulté. En fait, on nous annonce en février 2012, lors d'un comité d'entreprise, que notre entreprise, Adax, va être mise en vente. Et je dois dire que ça a été un véritable coup de massue pour nous, parce qu'on ne s'y attendait pas. Autant on savait qu'il y avait des difficultés dans les entreprises du bois, du groupe, autant on ne s'attendait pas à cette nouvelle. Donc c'est vrai que quand il y a eu cette annonce, je pense qu'il y a eu une petite stupeur en se disant « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» On n'avait pas forcément conscience. Et puis ils ont quand même très vite pris conscience que finalement cette vente, elle pouvait avoir un impact important. Et à partir de là, il y a eu réellement un avant et un après annonce de la cession branche complexe, alors je ne sais plus l'année. Donc en tout cas, il y a eu réellement un avant-après. En fait, cette nouvelle est arrivée sous la pression des banquiers, menée par Natixis, pour ne pas les nommer, qui réclament le remboursement des dettes que l'on a auprès d'eux. Et en fait, tous les banquiers ont suivi derrière Natixis pour réclamer l'argent. Et donc le seul gage que le groupe peut leur fournir par rapport à cette dette, c'est de dire que le groupe va mettre en vente une de ces entreprises. Et à cette époque-là, on était l'entreprise qui était, on va dire, en gros, la plus florissante, même si ce n'était pas l'apothéose. Ce que je retiendrai, suite à l'annonce choc de la part de la direction sur sa volonté de céder la branche complexe, c'est la capacité de rebond de la CGT, du collectif CGT, et sa volonté de se battre contre la cession, de préserver l'identité locale du groupe et aussi de défendre l'emploi et la pérennité du site de Dax. Et donc nous avons organisé en avril 2012 une assemblée générale parce qu'il nous semblait nécessaire d'expliquer aux salariés notre démarche qui était de conserver le groupe dans son intégralité. Alors malheureusement, ce jour-là, très peu de salariés se sont mobilisés et ceux qui sont venus à cette assemblée ne comprenaient pas du tout notre démarche qui était de conserver le groupe dans son intégralité. Il y avait une majorité de salariés qui ne comprenaient pas la position du syndicat. Ils nous reprochaient en fait de ne pas accompagner la vente de Dax. Et bon, finalement, c'était tout à fait compréhensible que les salariés pensent cela, puisque la direction, elle, passait le message que cette vente était une super bonne affaire et que ça allait éviter des fermetures de sites et des suppressions d'emplois. Sauf que nous, notre expérience syndicale nous a toujours montré que ce genre de scénario menait justement à des fermetures de sites et à des licenciements en masse. Cette mobilisation de la part du collectif CGT s'est faite à l'encontre du projet de la direction qui souhaitait vendre la branche complexe pour gagner du cash à court terme, mais qui a oublié de raisonner à long terme et aux impacts néfastes de cette cession sur la survie du groupe. Je rappellerai que la branche flexible ou complexe, c'est la branche la plus profitable, la plus innovante et aussi la plus technologique du groupe, et qu'elle a permis sur les dernières années de redresser les résultats de Gascogne et de croire en son potentiel. Donc nous avons compris, suite à cette assemblée, qu'il était nécessaire de construire quelque chose, une cohésion au sein du groupe CGT,
en créant le collectif du groupe Gascogne qui réunissait tous les syndicats CGT du groupe. Donc ensuite, la CFE-CGC a vu que notre démarche de créer ce collectif était pertinente. Donc eux ont voulu nous rejoindre pour créer une intersyndicale. Et ensuite, nous avons été rejoints par FO, puis par la CFDT. Ce qui était intéressant après cette annonce, c'est qu'ils ont réussi, et là c'était une performance, c'est qu'ils ont réussi à s'organiser d'abord en intersyndicale. Alors même qu'il y avait quand même, quand on les interviewe tous, il y avait des personnalités quand même très fortes dans chaque entité, avec un certain charisme. Ils ont réussi à s'organiser tous ensemble et à mener une stratégie. Et ça, d'avoir cette prise de conscience de la situation et de se dire il faut s'organiser et avoir une stratégie, c'était déjà un premier pas. Un deuxième point qui était intéressant dans leur rôle, alors déjà ils se sont fait aider par un expert, ce qui n'était pas le cas forcément antérieurement. Ils ont su se faire accompagner par un expert qui leur a expliqué la situation, qui leur a expliqué les enjeux. Et du coup, ils se sont appropriés vraiment ces questions économiques et de stratégie du groupe. Et ils ont pu avoir un niveau de formation qui était sans doute plus élevé que le niveau qu'ils avaient pu avoir avant. Donc ça, c'est un des éléments aussi, je pense, qui leur a permis de jouer réellement un autre rôle après, puisqu'ils maîtrisaient l'information économique et ils avaient compris. Donc là, c'était un point important. Et là, on se dit, il faut qu'on trouve une stratégie de communication. Et la meilleure stratégie qui a pu être trouvée, c'est de se dire, et si on allait le dire à la grand-messe du groupe Gascogne, à l'Assemblée Générale. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a écrit un texte, et deux syndicalistes, on est partis, on est rentré à l'Assemblée Générale, on a acheté une action chacun, et on a fait notre déclaration. Le 5 juin 2012, nous avons décidé d'appeler à la grève. Donc pour l'occasion, on avait réussi à rassembler environ 200 salariés du groupe, de toutes les entités. Et je dois dire que ça reste peut-être la journée de mobilisation la plus importante durant cette période qu'on ait pu mettre sur pied. Un des points qui m'a particulièrement marqué, c'est... alors, ils ont une capacité de communication, déjà, qui est très forte et qu'on ne voit pas dans beaucoup de sociétés. Ils communiquent, alors la qualité de leur tract est quand même surprenante. Et puis, ils ont réussi à s'inviter aux assemblées des actionnaires. Et ça, c'était pas forcément simple de réussir à y aller. Et ça, c'est une véritable performance. Et puis, à l'occasion de ces assemblées, et moi, je l'ai intégré dans mes travaux parce que j'étais vraiment surprise de la qualité de ce que j'ai pu lire. Ils ont écrit des discours à destination des actionnaires qui étaient très très bien rédigés, dans lesquels ils expliquaient la situation des groupes et la responsabilité qu'avaient les directions et l'ensemble des parties prenantes. Et ces tracts, à mon avis, ou en tout cas ces discours, ces prises de position, ont surpris tout le monde et puis étaient de qualité et leur a donné du coup une véritable crédibilité. Et c'était pas que agressif, c'était construit, c'était réellement intéressant et je pense que ça a réellement eu un rôle dans la vision que les autres parties pouvaient avoir de l'intersyndicale. L'autre point qui était aussi important, c'est que dans leur stratégie qu'ils ont élaborée ensemble et quand même menée essentiellement par la CGT, c'est qu'ils n'ont pas juste focalisé leur discours sur l'interne, ils ont joué la carte politique au niveau du territoire. Et ça, c'était un point fort aussi. Parce que du coup, ils ont allié à leur cause les entreprises extérieures, les politiques locaux,
et l'ensemble de la population locale. Donc il y avait évidemment les personnes du groupe, enfin les salariés du groupe, mais également toute cette partie externe qui s'est mobilisée autour d'eux. Et c'était fort parce que toute leur communication a porté sur cet enjeu local. Ensuite, il y a eu un gros travail qui a été mené par cette intersyndicale. Alors, en premier lieu, la CGT a rencontré les politiques, s'est mobilisée auprès des politiques locaux, que ce soit députés, sénateurs, au niveau même beaucoup plus haut ministériel. Quelques résultats sont redescendus, pas forcément de grandes attentes que l'on pouvait avoir, mais nous avons eu quelques retours. On va dire que le politique le plus efficace au niveau du territoire a été Henri Emmanuelli. On a vraiment démultiplié toute notre énergie et je pense que c'est monté crescendo, c'est-à-dire qu'on arrivait à trouver une certaine confiance par rapport à notre démarche, puisqu'on était de plus en plus crédible aux yeux et aux oreilles de beaucoup qu'on pouvait cataloguer à l'époque comme adversaires. Et donc cette crédibilité, à travers de l'argumentation qui tenait la route, de documents qui ont été faits aussi à l'époque, documents d'experts qui ont été faits à l'époque, qui en fait nous donnaient raison sur notre vision d'avenir, nous a amené à se dire il faut à nouveau qu'on intervienne à l'Assemblée Générale des actionnaires. Donc on a fait une nouvelle intervention à l'Assemblée Générale des actionnaires en 2013 qui s'est tenue à Mont-de-Marsan. On avait réussi à l'époque à rassembler pas mal de salariés, peut-être un peu moins qu'en 2012, mais des salariés plus déterminés qu'au départ, qui étaient, je pense, beaucoup plus dubitatifs. Et c'est un peu ce qui me fait un peu sourire aujourd'hui, c'est qu'on ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à avoir une ovation, d'être applaudi après l'intervention, puisqu'on a été applaudi par l'Assemblée Générale, les actionnaires qui étaient présents, parce qu'en fait on s'en prenait directement à ceux qui peuvent sauver des situations compliquées dans des groupes, dans des entreprises. On s'en prenait directement aux banquiers. Messieurs les banquiers, assumez les risques en investissant pour libérer le groupe Gascogne de l'asphyxie qui le guette. Participez à la construction d'un projet industriel à la mesure des potentialités et du savoir-faire des salariés du groupe Gascogne. Ne nous laissons pas convaincre par les prédateurs avides de rentabilité qui tentent d'expliquer que l'avenir industriel français ne passerait pas par le bois. Cette filière en Aquitaine, qualifiée par les pouvoirs publics comme un fleuron stratégique, au même titre que l'aéronautique, génère quelques 35 000 emplois. En fait, on leur demandait de jouer leur rôle. Et on dénonçait le fait qu'ils avaient pouvoir de vie ou de mort sur une entreprise. Pour la petite histoire, il faut quand même savoir que dans une période où le groupe était plombé par les dettes, les banquiers n'ont pas hésité à prélever jusqu'à 10 millions d'intérêts sur nos dettes, quoi. Et donc, c'était pas nous aider à nous en sortir. Au fur et à mesure qu'on rencontrait des personnalités, des gens qui voulaient bien parler du groupe, on s'est surpris à constater qu'on était devenus les commerciaux un petit peu du groupe, en vantant tous les atouts du groupe, à savoir un chiffre d'affaires, un savoir-faire, des produits d'avenir, etc. Et tout ça s'était porté aussi avec cette vision que l'on avait du travail sur le territoire, à savoir défendre farouchement le fait de travailler à Gascogne, en Gascogne. Donc le slogan que nous avions, c'était « Vivre et travailler en Gascogne », c'était bien le jeu de mots « Vivre et travailler à Gascogne ». Et ça nous a énormément motivés pour défendre le fait qu'on était le dernier groupe papetier français intégré, c'est-à-dire depuis la plantation du pain jusqu'à la production et transformation de papier.
Début 2014, nouvelle rencontre organisée par le président du conseil départemental des Landes, Henri Emmanuel, pour évoquer une possibilité de reprise avec un industriel local. Et là, pour nous, c'est la cerise sur le gâteau, industriel et en plus local. On rencontre cet industriel, alors tout ça se passe en off, bien sûr, tout est en confidentialité, ce qui nous pose d'ailleurs un problème vis-à-vis des salariés, puisque eux réclament des informations pour savoir où est-ce qu'on en est de notre démarche intersyndicale. Et nous, on ne peut pas beaucoup communiquer, quoi. On n'a pas beaucoup et ça nous a vraiment... ça a été assez difficile pour nous. Le groupe Gascogne, comme beaucoup de groupes, a bénéficié de procédures confidentielles au tribunal de commerce, que sont le mandat ad hoc et la conciliation. Donc, qui dit confidentiel dit que les directions ne sont pas tenues d'informer les représentants des salariés de ces procédures et de la situation qui a conduit à l'ouverture de ces procédures. Or, quand des procédures telles le mandat ad hoc ou la conciliation sont ouvertes, il y a beaucoup de décisions qui peuvent être prises et des décisions stratégiques. Et c'est à mon sens un véritable enjeu pour les organisations syndicales et les représentants des salariés d'essayer d'avoir des informations, parce que réellement il y a des choses qui se passent dans ces moments-là. Si on avait une indépendance intellectuelle vis-à-vis d'une situation, avec des résultats, avec des chiffres auxquels on n'avait jamais eu accès, puisque je rappelle quand même qu'il n'y avait même pas de comité de groupe, il n'y a pas eu de comité de groupe pendant 10 ans, et là on s'aperçoit qu'on peut avoir une réflexion syndicale riche, et une réflexion syndicale qui rassemble, et qui s'est d'ailleurs rassemblé autour d'un projet d'investissement qui a pu trouver concrétisation avec ce partenaire, ce nouveau partenaire au sein du groupe, qui présentera d'ailleurs un plan de reprise en juillet 2014. Et c'est à cette époque-là qu'il y a un consortium d'actionnaires, ATIS 2, où on trouve Bioland, DRT, le Crédit Agricole et BPI France, emmené par Dominique Coutière, qui reprend les rênes du groupe. L'arrivée de M. Coutière au sein du groupe Gascogne a permis de relancer l'activité, avec l'apport politique de M. Coutière, d'ailleurs auprès de Emmanueli aussi, qui fut le premier à lancer la reprise du groupe Gascogne, qui est d'ailleurs intervenu pour solliciter M. Coutière, qui a permis de reprendre le groupe Gascogne et de sauver la papette à Mémisant, surtout, avec des investissements colossaux à mettre pour perdurer dans cette société qui avait 30 ans de retard au niveau restructuration, on va dire, du matériel, en fait, qui arrive à bout de vie. C'était pas une période facile pour personne, hein, et en tous les cas pas pour les ouvriers et pour leurs syndicats. Je dois dire que les premières déclarations de M. Coutière ont été plutôt maladroites, quoi. Clairement, il stigmatisait l'encadrement du groupe, certes, mais aussi, en gros, l'ensemble des compétences du groupe. Ça n'a pas été très, très adroit. Et du coup, je crois qu'il faut féliciter la CGT d'être passée outre et de s'être dit, finalement, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'engage dans la bataille. Et malgré donc ces maladresses, il y avait quand même une vision pour le groupe. Alors, parfois, les anecdotes valent la peine d'être contées, mais je veux dire, avant cette restructuration de 2014, les activités du groupe avaient des consonances anglo-saxonnes. On ne parlait pas de Gascogne bois, on parlait de Gascogne wood, de Gascogne paper, de Gascogne laminate. Voilà, bon. Donc, c'était bien empreint
de cette vision anglo-saxonne du management des groupes, qui n'était pas l'identité du groupe Gascogne, clairement. Donc, c'est une anecdote, mais je crois que ça vaut le coup, parce que ça redonne un peu de fierté, finalement, au collectif de travail. Alors, il y avait donc une vision nouvelle, rien n'était garanti. Ce que proposait M. Coutière et les soutiens derrière, c'était quand même encore une réorganisation. Mais une réorganisation avec une vision. Et les syndicats qui étaient divisés dans la période antérieure, finalement font front, font corps et soutiennent cette stratégie tout en évidemment portant les revendications sociales qui sont leur cheval de bataille quand même. Hein. Mais en tous les cas, insistent pour avoir une stratégie de développement, une stratégie d'investissement. On interviendra une troisième et dernière fois à l'Assemblée générale des actionnaires de juillet 2014, lors de la présentation du plan de reprise, pour essayer de faire la promotion de ce qu'on a pu faire pendant cette période, de dire qu'on a su se rassembler syndicalement et on a su convaincre parce qu'on était unis. Ça nous a aidé à ne pas se mettre de limites. Ça nous a aidé à pouvoir se projeter et à croire en nous. Et ce qui me fait dire que quand on se met ensemble, quand on met toutes les énergies ensemble, on peut déplacer des montagnes. La CGT peut être moteur de synergie au sein d'organisations syndicales pour arriver à trouver la meilleure solution dans le cadre des difficultés de groupe ou d'entreprise. Et ça, j'en suis convaincu. Le cas du groupe Gascogne est intéressant aussi parce qu'on voit bien qu'au moment de l'annonce, donc les représentants du personnel n'avaient pas conscience de la situation du groupe. Et ça pose la question de l'information qui est donnée aux représentants du personnel. Ils ont accès via les informations consultations obligatoires à un certain niveau d'information. Souvent, ils ne l'utilisent pas. Mais ils sont aussi confrontés à deux sujets. C'est que cette information, elle relève de l'entreprise. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes. Et c'est vrai que c'est plus pertinent parfois d'avoir également des informations au niveau du groupe. Donc, ça pose la question des comités de groupe et des comités européens. Et là, on voit bien que dans leur cas, ça ne fonctionnait pas. Donc, ils n'avaient pas cette information suffisante. Ce que je retiens, moi, c'est donc le courage finalement des syndicats d'avoir s'inscrit dans cette nouvelle trajectoire du groupe et tout en visant à rassembler le plus largement possible et en prenant ses responsabilités. Il y a un exemple qui est pas très loin, qui est beaucoup plus ancien. C'est celui de Tartas, où finalement je trouve une certaine concomitance avec ça. Certains parallélisme plutôt que concomitant, parce que c'était pas la même date. Où là aussi, l'entreprise était au bord de la disparition, et la CGT s'est engagée dans la bataille du renouveau, à mobiliser autour d'elle, et Tartas a gagné. Je trouve que dans la démarche de la CGT chez Gascogne, je retrouve un peu ça, quoi. Je répète, hein, c'était pas facile de dire ok, on va avec Atis, alors qu'il y avait encore des réorganisations, et je pense qu'il y en a encore devant nous. Mais voilà, je trouve que l'histoire a montré qu'ils ont plutôt eu raison, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y a des salariés qui se sont mobilisés. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y a des salariés qui se sont mobilisés pour que l'entreprise ne soit pas
vendus ou dissociés. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des territoires qui se sont mobilisés. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils se sont battus pour aller chercher des repreneurs. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Des industriels du pays se sont mobilisés. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand tout le monde remet au pot, d'abord pour équilibrer, pour décider de se remobiliser, et puis pour construire le Gascogne de demain.